J'ai la chance d'avoir Kevin Lacasse de Trajectoire Emploi avec moi cet après-midi. Salut Kevin, comment ça va? Hey, salut Chico, ça va bien toi? Yes, top shape. J'aime ça faire des touch-ups justement régulièrement avec toi et c'est toujours le fun parce que année après année, c'est des nouveaux éléments qui ressortent, c'est des nouvelles langues qu'on prend et on en apprend beaucoup. Puis hier, j'avais la chance d'être avec un jeune de 16 ans. Il y a un jeune de 16 ans, imagine-toi donc, qui a décidé de faire son stage en radio. Okay. C'est quelqu'un qui, bizarrement, tripait sur la radio à 16 ans. T'sais, c'est quelque chose qu'on voit un peu moins dans l'ère des podcasts, des réseaux sociaux, etc. Et j'ai trouvé ça rafraîchissant, j'ai trouvé ça tellement intéressant de pouvoir jaser avec quelqu'un qui vit ça au quotidien, là, lui, la réalité d'une école secondaire, la réalité de la jeunesse. Puis tu sais, des fois, moi, je regarde mon entourage, la plupart de mes chums ont des gamins, mais c'est entre 3 et 7 ans. Là, c'est pas le target adolescent. Puis de prendre du temps avec lui, ça a été tellement intéressant, puis on a tellement appris de choses. J'imagine que toi, ton quotidien, ça doit être pas mal ça, là. En fait, celle-là a été pendant à peu près 5-6 ans, à peu près 5 ans, où là, j'ai vraiment été... j'ai commencé à Trajectoire Emploi, là, il y a, ça va faire 10 ans au mois de septembre. Écoute, j'ai commencé comme intervenant en réussite éducative, donc j'étais dans les écoles, très terrain, aller animer des ateliers au niveau de la réussite éducative, dans les écoles, dans les organismes communautaires, rencontrer des jeunes en individuel, avoir des conversations avec les parents aussi, parce que bon, quand ton jeune a pas encore 16 ans puis qui veut pas se lever ce matin parce qu'il a décidé qu'il allait plus à l'école, évidemment, comme parent, c'est confrontant. Fait que j'ai quand même vécu cette réalité-là de très près pendant les 5 premières années là, de mon parcours professionnel à Trajectoire Emploi. Maintenant, étant directeur général aujourd'hui, je te dirais que je suis plus en contact avec des collègues qui, eux, sont en contact avec ces jeunes-là, mais je me fais un devoir régulièrement d'aller voir ces jeunes-là dans nos groupes, le projet 180 là, avec Kelly et Maud que tu croises à l'occasion. Où là, on a un bassin de jeunes qui est avec nous là, sur une longue période, 6 mois, 1 an et demi, des fois 2 ans même. Fait que je me fais un devoir de régulièrement d'aller faire un petit coucou, d'aller jaser avec ces jeunes-là, justement pour garder le feeling, le pouls de cette génération-là. Puis, tu sais, nécessairement, je suis obligé de te dire que si je compare mon arrivée en 2016 à 2026 aujourd'hui, tu sais, les choses ont changé. Puis, je suis pas convaincu que ça a tout changé vraiment dans le bon sens. Ben non, c'est sûr que ça peut pas toujours être parfait. On a vécu l'épisode COVID, évidemment, qui a été un genre de game changer. Tu sais, je parlais avec le jeune en question. Lui, à 16 ans aujourd'hui, il a vécu la COVID. Bon, il avait 10 ans à peu près. Puis, tu sais, ce qu'il me disait, c'est un peu weird, mais il dit, tu sais, dans le fond, nous, on n'avait pas d'idée de ce qui était un parcours scolaire normal. Ouais. C'est que, tu sais, de se faire retirer de l'école pendant un certain temps, à la limite, on s'est ajusté, puis tu sais, on savait pas tellement que c'était anormal, mais c'est sûr et certain que ça a laissé des séquelles là, pour ce qui est de la génération qui maintenant est rendue à la porte du travail. Effectivement, tu sais, un des éléments fondamentaux de l'école, c'est socialiser. Puis tu sais, c'est justement en socialisant, en côtoyant d'autres jeunes, qu'on développe nos habiletés relationnelles, qu'on développe la capacité de parler en public, d'entrer en relation avec les gens. Nécessairement, en étant en relation avec des gens, ce qui vient aussi par la bande, c'est tout le volet des conflits. La résolution, la négociation. La gestion des émotions. Fait un petit, entre guillemets, effet de retirer, d'amener les jeunes plus dans un cadre d'école à la maison, ça peut avoir un impact justement sur cette socialisation-là. On le voit aussi au niveau des adultes. Bon, quand quelqu'un est retiré du milieu de travail pendant une période, des fois ça peut être 6 mois, 8 mois, 1 an, ça peut être des fois pour des raisons de santé, ça peut être des fois pour des raisons de manque de travail. C'est difficile souvent là, de repartir la roue et de redécoller tout ça. C'est que j'imagine que pour plusieurs, ça a été tough là, de repartir les matins. Effectivement, l'être humain est d'abord et avant tout très routinier. Ouais. Probablement plus qu'on le pense. Là, même les gens qui sont plus up la vie, le cerveau fonctionne beaucoup justement en mode... tu sais, le cerveau, son objectif, c'est la survie. Donc, il veut essayer de répliquer le plus les mêmes patterns au quotidien. Tu parlais de l'isolement.
les études prouvent qu'au niveau de l'isolement, ça a un impact, oui, sur la santé mentale, mais sur la santé globale. Si on prend le Japon, par exemple, il y a un très gros indice d'isolement là-bas au point où ils ont un ministre de l'isolement. Wow! OK, on a adressé ça au niveau gouvernemental. Parce que pour eux autres, ils ont identifié avec leur indicateur que l'enjeu était tellement important que ça prenait quelqu'un, tu sais, au-delà du statement politique, ça prenait quelqu'un qui était responsable de ça parce que de travailler sur cet indicateur-là, ça allait avoir un impact sur un paquet d'autres indicateurs de santé des populations. Intéressant. Puis, tu sais, justement, c'est capoté de voir qu'à travers 10 ans, tu parlais, ça fait 10 ans à peu près, les enjeux sont différents. C'est signe qu'il faut toujours un peu s'ajuster dans ce domaine-là. On n'a pas le choix. Effectivement. Puis, tu sais, il y a un paquet de contextes sociaux qui nous amène dans cette tendance-là. Tu sais, juste avec la vitesse à laquelle l'information est traitée, tu sais, ça fait quand même quelques années que tu es à CJMD. Je veux dire, c'est rendu fou à quel point l'information sort rapidement aujourd'hui et la durée de vie d'une nouvelle, à quel point c'est rendu éphémère. Fait que, tu sais, ça, en partant, ça vient témoigner c'est un peu la conséquence d'un grand changement social. Je pense qu'on voit, technologie, intelligence artificielle, c'est des éléments qui viennent accélérer ces changements-là. Tu sais, je réfléchissais à 10 ans, tu sais, en 2016 versus aujourd'hui. Le premier élément qui m'est venu en tête, c'est l'itinérance à Lévis qui a fait un boom. C'est vrai. Vraiment important. Pas qu'il n'y en avait pas avant, mais qu'on était davantage dans une itinérance plus cachée. Ouais. Puis je voyais même ce matin un article qui parlait des fugues qui sont en très grande augmentation. C'est vrai qu'on en voit plus. À Lévis, hein? Oui, mais on en voit beaucoup plus. Au 6 de Chaudière-Appalaches, tu sais. Puis là, il parlait là, de jeunes de genre 13 ans qui essayaient d'aller dormir tout seuls dans un parc pour la première fois, tu sais. Ça a-tu un lien un peu avec la guerre de gang qu'on a connue ici ou ça n'a pas rapport avec ça? Parce que 13 ans pour être proche d'un gang de rue... Puis je ne vais pas nommer de nom pour pas faire de pub, là, mais ça a-tu un lien avec ça ou pas tant? Les gangs de rue, ils sont quand même wise. Ils savent que si un jeune se fait prendre, ça a beaucoup moins d'impact que si un 18 ans et plus se fait prendre. Moi, j'ai travaillé au centre jeunesse avant de travailler à Trajectoire Emploi, puis tu sais... des gangs de rue qui plantent des filles dans des unités de filles de centre jeunesse pour recruter, pour rentrer dans le réseau de prostitution. De manière stratégique, là. On va littéralement mettre quelqu'un dans un centre pour on va dire, toi, ta job, c'est... Je confirme que ça arrive. Je confirme que ça arrive au point où des fois... Entre centres jeunesse, ils vont s'assurer de, faites attention. La gang X est pas dans la région de l'Abitibi, on va prendre cette jeune-là, on va l'envoyer en Abitibi. Tu sais, là, j'exagère peut-être sur les distances. Oh, mais c'est un exemple. On va s'assurer de, si t'es à Montréal, où t'as une concentration généralement de gangs de rue, est-ce qu'on est obligé de planter, est-ce qu'on est obligé de mettre la jeune dans la même unité, considérant qu'il y a peut-être un historique à ce niveau-là aussi, mais tu sais, c'est une réalité que moi j'ai vue quand j'ai travaillé au centre jeunesse, de dire là, on reçoit quelqu'un d'une autre région parce que il y a un historique que la personne recrutait pour rentrer dans des réseaux de prostitution. Hey, c'est fascinant. Puis tu sais, je reviens un peu sur ce que Madi disait. On remarque en fait qu'il y a de plus en plus de jeunes qui vont faire ces astifis de jobs dégueulasses-là. Ouais. C'est des jeunes des fois de 14, 15 ans qui sont surpris avec des armes de haut calibre. Est-ce que c'est une réalité qui est seulement montréalaise aussi? Exemple, des jeunes de Lévis se font approcher par des tout croches de même. Écoute, je pense que c'est l'année passée où le service de police de la ville de Lévis a augmenté sa présence proche des écoles premier cycle secondaire à Lévis. C'est vrai, on avait entendu parler. Justement, pour venir contrer ça, les organismes
communautaires du milieu qui sont plus en travail de rue, travail de proximité, étaient davantage présents aussi à proximité de ces écoles-là. Donc, c'est un phénomène qui, oui, je pense, est beaucoup montréalais. On a tout en tête ce qui s'est passé à... Frampton. Exactement, c'est le mot que je cherchais à Frampton, où je pense que c'est un jeune de 14 ou 14 15 ans. Ouais. Quelque chose du genre, tu sais. Fait que malheureusement, ça se produit de plus en plus, puis le phénomène, ben, il s'exporte un petit peu, là. J'ai évidemment consulté le quelques chiffres que tu m'avais envoyé avant l'entrevue et on parle justement de la confiance en l'avenir que ces jeunes-là peuvent avoir. J'imagine que d'aller vers la criminalité, c'est probablement un signe que cette personne-là a un peu perdu espoir en son système aussi. Ben, pour moi, c'est une désaffiliation du système, donc c'est la conséquence qu'il y a quelque chose qui est brisé dans notre système, justement. Ouais. Donc, il faut pas aller s'attaquer à... oui, il faut s'attaquer aux gestes que le jeune commet, mais qu'est-ce qu'il y a en arrière? Pourquoi il est allé là? Il faut aller voir la racine. Puis la racine, ben, tu sais, est beaucoup dans l'isolement des jeunes, est beaucoup dans la santé mentale des jeunes qui vont pas bien. Tu sais, j'ai... puis les données que je t'ai partagées, c'est un sondage national qui est porté par le réseau des Carrefours Jeunesse Emploi du Québec. C'est pas uniquement ce qui se passe dans la région, là. C'est donc, littéralement... 6 000 jeunes du Québec qui ont été sondés un peu partout, principalement sur les médias sociaux, mais aussi via le biais des Carrefours Jeunesse Emploi du Québec. Donc, il y a plus de 110 Carrefours Jeunesse Emploi. Il y en a à peu près l'équivalent de 1 par circonscription environ. Là. Il y a 125 circonscriptions au Québec. Il y en a environ 110 des CJE. Donc, c'est une démarche qui est quand même approfondie et qui est surtout crédible. Puis il y a un échantillon qui est probant. Là, tu sais, on regarde des résultats de sondage avec un échantillon de 1000 quelques personnes des fois, puis on dit, le gouvernement est en hausse, tel parti est en baisse. Là, on a 6 000 jeunes. Donc, c'est très, très, très crédible. Là. Puis, dans le fond, la question qu'on a posée à ces 6 000 jeunes-là, c'est, tu es ministre du futur. Oh, j'aime ça. Qu'est-ce que tu fais? J'ai hâte de voir qu'est-ce qui... Tu sais, c'est quoi les enjeux? À partir du moment où tu étais ministre du futur, quels sont les enjeux sur lesquels tu veux travailler? Quels sont les enjeux qui sont les plus importants pour toi? Pour moi, il y a une trame narrative qui se dégage de ce document-là, puis est à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la précarité des jeunes. Donc, accès au logement, accès à la nourriture, santé mentale. Si on prend juste... prenons un exemple basique. Là. Quand j'avais 17 ans, un scooter, j'aspirais à mon logement, puis je me disais, je suis rendu à 23, 24, peut-être avoir une blonde, une maison, un chien, etc. Je regardais ça, l'accès à la propriété, c'est pratiquement impossible. C'est rendu impossible. Puis, tu sais, au-delà de l'accès à la propriété, moi, je vais juste avec un logement abordable. Ouais. Donc, on s'amuse, là, pour le fun, là. D'après vous autres, sur les 6 000 jeunes, c'est quoi en pourcentage des jeunes qui trouvent difficile de trouver un logement abordable? Là, on est sur des jeunes 15-35 ans de partout. Ils trouvent ça difficile de trouver un logement abordable. Écoute, j'aurais tendance à croire que c'est au-dessus de 8 sur 10 là, qui doivent trouver ça top. Moi aussi, j'aurais dit 80%, 80-85%. Ben, on est à 90%. C'est ça, c'est tout à fait normal. Sinon, en fait, c'est anormal la situation qu'on vit. Oui. Mais c'est normal qu'eux le constatent. Exactement. C'est dans la lignée de ce que Vincent nous disait hier, Chico. Oui. Littéralement, c'est vrai. Dans la même ligne. C'est vrai, c'est ce que notre jeune nous disait hier. Dans le fond, il aspirait à avoir, oui, un travail de fun, mais l'accès à la maison, à la propriété en tant que telle, si c'est pas de l'héritage, c'est pas nécessairement une optique qui voit possible. Puis, tu sais, au niveau de l'alimentation, je reviens avec le même pourcentage sur le même 6 000 jeunes. C'est quoi le pourcentage des jeunes qui ont de la difficulté à accéder à de la nourriture de qualité en quantité suffisante? Là, si c'est plus que 40%, je capote, là, parce qu'il faut pas. Non, c'est pas à ce point-là. OK, few, parce que là, parce qu'il y a plus de ressources pour la nourriture. Moi, j'irais 30%. C'est vrai qu'il y a de la ressource pour de la nourriture. Comparé à un logement, il y en a presque pas. Mais ces ressources-là sont grandement interpellées. Ouais. D'année en année, on a toujours des reportages à quel point... juste dans les temps des fêtes, là, tu le vois, là, les entrepôts sont en pénurie. Puis à quelque part, je me dis, bon, si j'ai 21, 22...
Ma place, c'est-tu d'une banque alimentaire? T'sais, j'ai plus dans la tête la monoparentale qui a 3 enfants à sa charge, que tu te dis, bon, tu sais, elle en a peut-être plus besoin que moi, mais en fait, c'est ça qui arrive, c'est que ce que le rapport met en lumière, c'est que les défis dépassent les stéréotypes ou les images qu'on a, justement, quand on dit un comptoir alimentaire, ben, le premier réflexe, ça va être, monoparental, personne qui est sur l'aide sociale. Ouais. Ben, la réalité, c'est que ça fait longtemps qu'on a dépassé ce stade-là. T'sais, on est rendu avec des gens qui travaillent à temps plein. Ben oui. Ça, c'est vrai, Chico. Il y a du monde à temps plein qui vont genre dans les moissons au Québec. Qui sortent de l'école, des fois avec un deck, avec un bac, mais qui vivent cette réalité-là. Quelqu'un au salaire minimum actuellement ne peut pas arriver. Quelqu'un au salaire minimum, là, je veux dire, le 3,5 est souvent rendu à 1200-1300 par mois. Si en plus de ça, tu as un véhicule pour aller travailler, parce que je veux dire, tu as ta job à temps plein, tabarouette, il en reste pas même pour se gâter. Faut pas qu'il pète. Le véhicule, faut pas qu'il pète. Ah, puis il faut pas que tes souliers brisent, là, c'est quasiment à ce point-là. Là. Exactement. Là. Fait que tu sais, c'est un peu l'espèce de trame de précarité, comme je vous nommais. Le pourcentage, parce que je suis convaincu que les gens à la maison veulent avoir le pourcentage là, des jeunes qui ont de la difficulté à trouver de la nourriture de qualité de manière suffisante, c'est 19 %. Hey, c'est une personne sur 5. C'est une personne sur 5. Que tu dis que cette personne, le besoin de base, se nourrir. Puis tu sais, si t'es pas capable de te nourrir, ça va être la santé qui va écoper. Ça va être la productivité qui va écoper. C'est que c'est tellement de choses qui vont avoir des impacts ultimement. Là. En fait, je vais même aller un petit peu plus loin que ça. Oui, le premier niveau, c'est la santé, c'est la productivité. Mais ultimement, la précarité bloque la participation citoyenne des jeunes. Tu sais, je veux dire, si tu sais pas où tu vas dormir ce soir, puis si tu sais pas ça va être quoi ton prochain repas, est-ce que tu vas aller voter aux prochaines élections? Est-ce que tu vas lire les plateformes? Est-ce que tu vas lire les plateformes électorales alors que l'avenir, c'est maintenant pour les jeunes? Puis particulièrement maintenant, parce que c'est maintenant qu'on écrit les plateformes électorales. Les partis sont en rédaction présentement. La CAQ est en congrès national en fin de semaine. Le PQ-QS l'ont été dans les dernières semaines. Mais en même temps, je me dis, ils ont tellement niaisé les jeunes au cours des dernières années que... Comme hier, là, Vince, il nous disait... Vince, là, c'est le prototype pour moi, puis Chico, OK? Parce que notre exemple. Il disait, tu sais, mes amis, moi, là... OK, oui, la souveraineté, parce que c'était à mode, tout ça, mais ils suivent pas ça tant que ça, parce qu'il y a rien pour eux, en réalité. Ben, est-ce qu'on leur parle? C'est ça l'affaire. C'est vrai. Est-ce que c'est des gens qu'on va aller chercher? T'sais, présentement, si je suis la CAQ, mon électorat a 60 en montagne. Donc, est-ce que je vais avoir dans mes papiers beaucoup de choses pour la jeunesse? J'ose espérer. Moi, j'ai envie d'étendre ça à tout le monde. Il n'y a aucun parti, il n'y a aucun politicien qui parle aux jeunes. Ben, peut-être plus le PQ ou les partis de gauche, j'aurais tendance à croire. Rendu là, tu sauras peut-être. Pour leur but à eux qui va les garder au pouvoir, ça. Mais je veux dire, quel politicien genre qui parle à un Vincent puis qui lui dit « Moi, d'ici 5 à 6 ans, je suis en train de faire un programme pour faire en sorte que toi, dans 10 ans, tu t'achètes une maison. » Moi, le dernier que je me rappelle, c'est GND. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais il y en a pas, là. Ben, tu sais, effectivement, quand on regarde le pourcentage de vote des jeunes, ben, c'est sûr que pour le politicien, tu sais, il veut pas y parler parce qu'il sait qu'il va pas voter, c'est logique. Mais tu sais, pourtant, malheureux. Pourtant, quand on demande aux jeunes, est-ce que tu veux, c'est quoi tes intentions de vote pour les prochaines élections? D'après vous autres, sur nos 6000 jeunes? Moi, j'ose croire que c'est... Ben, est-ce qu'on parle on cible de parti ou on... Non, dans le fond, la question, c'est ton intention de voter aux prochaines élections. Est-ce que tu vas le faire, oui ou non? Oui, c'est bien ton intention. J'ose croire que c'est au moins 75%. Le 3 sur 4 doivent dire, moi, je veux parler, c'est important. Non, moi, je suis sûr qu'il y a 60% du monde qui s'en foutent. 60% des jeunes qui s'en foutent. en dessous de 50? Ben oui, facile. Tu vois... 74% des jeunes disent qu'ils ont l'intention d'aller voter. OK, c'est que là, on est plus... ils ont l'intention d'aller voter. Oui, ils ont l'intention d'aller voter. Après ça, ce que le rapport nous dit, c'est 39% des jeunes aimeraient ça être davantage impliqués, d'être davantage à la table où se prennent les décisions. Donc, d'avoir une participation active. Donc là, on a des jeunes qui nous disent « Je veux aller voter. Oui. Je veux participer davantage, m'impliquer, faire en sorte que ma voix compte. » Mais pourquoi ça se traduit pas véritablement en action? Fait que là, c'est pas un enjeu de mobilisation, c'est un enjeu de cynisme.
Il y a certainement ça. Puis effectivement, l'aspect qu'on parle peu aux jeunes dans nos plateformes, je pense aussi que c'est un point. Tu sais, c'est sûr et certain que t'intéresses dans quelconque plateforme. À la limite, t'es moins préoccupé pour aller la journée du vote. Là, ça va te tenter un peu moins. Puis tu sais, quand je regarde les dernières annonces gouvernementales qui se disaient on s'adresse à la jeunesse, ce à quoi j'ai envie de répondre, ben, c'est pas la jeunesse, c'est les jeunesses du Québec. Effectivement. Parce que la réalité, c'est que la jeunesse, c'est quelque chose qui est pluriel au Québec. Puis, tu sais, hier, j'ai écouté l'étude des crédits avec le ministre de l'Emploi parce que, en lien direct avec mon travail. Puis, tu sais, le ministre, il répondait à une question d'un député, puis il disait « Ah, moi, j'ai mes 2 filles, là, tu sais, qui sont dans la jeune adulte, puis, tu sais, ils sont mobilisés, tu sais, ils sont passionnés, ils ont des projets. » Oui, j'en conviens. Puis félicitations, monsieur le ministre, vous avez réussi à faire une belle job. Mais la réalité, c'est qu'on a bien des jeunes au Québec qui ne vivent pas justement dans ce terreau-là qui est fertile. Exact. Pour un paquet de raisons, malheureusement. Fait quand ta priorité, c'est de manger, t'as peut-être un petit peu moins de temps. Mais je veux revenir sur le point, la jeunesse, je comprends pas la différence des deux. Ben, en fait, c'est que quand on, tu sais, souvent le gouvernement va dire, bon, ben voici une annonce pour la jeunesse. Je vais prendre un exemple. Madame Fréchette, dans les premières décisions qu'elle a prises, on va faire quelque chose pour la jeunesse, pour l'accès à la propriété. La taxe de bienvenue. Congé de taxe bienvenue. Parfait. Mais combien de jeunes, on a parlé de l'accès au logement, je pense que c'est le premier point qu'on a traité. Combien de jeunes peuvent véritablement se qualifier pour cette mesure-là? Comment tu es capable de monter ton cash down? Je veux dire, ça te coûte 1500 pour ton 4,5. Tu peux pas te monter un cash down? Puis si on regarde nos parents, ils ont payé leur maison, je sais pas moi, 30, 40, 50, 60 000. Ils l'ont vendu combien? 7, 800. C'est ça, le multiple, c'est x3, x4, x5. Fait que, tu sais, là, ça prend un cash down qui est énorme pour avoir accès à la propriété. Fait que, tu sais, c'est que... Et à tous ceux qui vont nous dire, oui, mais les taux d'intérêt étaient plus hauts, mais sacrément, ton salaire annuel, c'était ton hypothèque complet, là. Tu sais, c'est pas la même game, là, c'est ça. Fait que, toujours est-il que pour moi, il y a des jeunesses. Il y a, tu sais, c'est pas un one size fits all. Non, mais ça, OK, là, je comprends. Westmount puis Saint-Roch, c'est pas la même game. Non, parce que lui, que ça fait son affaire, l'annonce de t'as un congé de taxe, ta taxe de bienvenue, lui, il sait que présentement, c'est plus François Legault le premier ministre. Mais celui qui a de la misère à manger ou même aller au dentiste, lui, le congé de taxe, il s'en fout. Il y a des grades dans la jeunesse, c'est que je comprends. Mais tu sais, je vais te donner un exemple. La question sur les intentions de vote, c'était 74% des jeunes. Ouais. Si on prend les jeunes qui fréquentent les carrefours jeunesse-emploi, ça tombe à 56%. Et voilà, c'est ça. C'est la précarité, c'est la réalité des... Donc, ces jeunes-là qui fréquentent les carrefours jeunesse-emploi sont en recherche d'emploi, soit dans une dynamique de possiblement être sur le bord de décrocher, il envisage peut-être retourner aux études, ou c'est un jeune qui a problème de conso, comportement à risque, itinérance. C'est eux qu'il faut justement... c'est avec eux qu'il faut travailler parce que si t'as pas de nouvelles pour elles, si t'aides pas ces gens-là, ça va se répertorier plus tard avec des frais de santé, avec justement de l'itinérance. Tu sais, je veux dire, c'est une spirale, ça commence à ce moment-là. Si on est capable de les attraper là, ultimement, dans le futur, c'est là qu'on va être gagnant, là. Tu sais, on parlait de l'accessibilité difficile à la nourriture tantôt. Je parlais de 19%. Chez les jeunes qui fréquentent les CJE, c'est 26%. Tu sais, je vous parle d'instabilité résidentielle. 20%, c'est pour l'ensemble des jeunes. 41% pour les jeunes qui fréquentent les CJE. Quand je te parle de les deux de réalité plurielle. Mais tu sais, c'est là que je me rends compte, c'est fou. Tout à l'heure, on parlait d'un barbecue qui coûtait 8000 $. Puis là, il y a du monde, ils sont même pas capables de manger. Pas capables de mettre de quoi dessus. C'est malade mental, là. Ben, c'est la réalité dans laquelle on vit au Québec, malheureusement. Puis là, ben, c'est notre futur qui est impacté présentement, là. C'est là où moi, je commence à m'interroger puis à m'inquiéter sur... Tu sais, c'est quoi le projet de société qu'on a pour ces jeunes-là? On veut faire un pays, mais on n'est pas capable de consulter tout le monde. T'sais, l'adhésion sociale sera plus là tantôt, là. Mais tu sais,
au-delà de ces principes-là, quelle politique publique on met en place pour améliorer le sort de ces jeunes-là? Le taux de décrochage a augmenté depuis la pandémie. Le taux de chômage chez les jeunes, c'est au Canada, aux alentours de 20%. Pardon? Oui. Wow, OK. Au Québec, chez les 15-24, on est dans du 13-14%. Hey, c'est un jeune sur 10 qui n'a pas de job là. 15-24 Mais c'est parce qu'il n'en trouve pas ou il n'y en a pas pour les jobs? Parce qu'il me semble qu'on entend tout le temps les entrepreneurs dire « Ah, on cherche du monde, on cherche du monde. » Quand ils ont enlevé le PEQ, là, ils disent « Ah, là, nous, on va perdre des employés. » C'est-tu parce que ça leur convient pas ou qu'il n'y en a pas? Ben, en fait, là, il y a une transformation de l'économie qui s'opère présentement. Okay. Elle est à 2 niveaux. Premier niveau, l'intelligence artificielle. Totalement. Puis là, ben, ce qu'on voit dans les chiffres, c'est une diminution des emplois disponibles pour les juniors. Donc, les postes d'entrée sur le marché de l'emploi. OK. Quelqu'un qui est là depuis 20 ans va regarder, mais quelqu'un qui arrive sur le marché du travail, ça se peut qu'on te remplace par ChatGPT. Je vais donner un exemple concret. Souvent, un poste d'entrée sur le marché du travail, il va traiter une donnée. Ouais. Il va prendre des chiffres, il va le mettre dans le logiciel comptable. Puis, tu sais, là, si ton employé, il a quelques années d'expérience, il va peut-être être capable de te faire un premier niveau d'analyse. Ouais. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle rentre les données. Donc là, ce que tu as besoin, c'est de quelqu'un qui a un bon bagage d'expérience, qui est capable de regarder les données, s'assurer de leur conformité, puis après ça, faire l'analyse. Et après ça, optimiser les processus exemple au besoin. Ouais. Donc là, ma question, c'est comment tu fais pour devenir un senior si tu n'as pas accès à un emploi d'entrée sur le marché du travail? Tellement. Ben oui. Fait on est confronté à cette réalité-là présentement. Ça, c'est le premier morceau. Puis là, ben, l'évolution de l'intégration de l'intelligence artificielle, là, c'est l'innovation qui a augmenté le plus rapidement qu'on voit. Si vous irez voir là, les courbes d'adoption d'Internet versus l'intelligence artificielle, c'est fou le changement, à quelle vitesse ça va rapidement au niveau de l'intelligence artificielle. Les gens avaient plus peur d'Internet, compliqué, je sais pas trop. Exactement. Tandis que maintenant, c'est tellement un outil clé en main que, tu sais, je veux dire, l'assistant vocal va te répondre. Là, exactement. Fait que, tu sais, ça, c'est le premier volet de ma réponse. Le deuxième volet, c'est que là, on est dans un contexte économique qui est vraiment pas évident, particulièrement avec, là, je rentre un peu dans la géopolitique, là. Bon, il y a un peu de guerre en Ukraine, il y a un peu de guerre au Moyen-Orient, mais il y a aussi quelqu'un au sud de la frontière qui bouleverse un peu les principes et les habitudes sur le plan économique. Absolument. Il y a des entreprises qui présentement c'est stand-by ou même il y en a qui ferment. Le South Shore, c'est fermé. Oui, puis tu sais, depuis janvier, on a perdu 90 000 emplois au Québec, mais on en a perdu 45 000 au mois d'avril. C'est à vitesse grand V. C'est à vitesse grand V. Tout ce qui est usine, tout ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'usines qui ont fait. Pourquoi? Parce que Trump est venu jouer sur la mécanique d'application des tarifs douaniers. Fait que c'est depuis ce temps-là, ça entre en vigueur au mois d'avril. Fait que c'est à partir de ce moment-là que ça a commencé à moins bien aller au niveau des pertes d'emploi. Fait que, tu sais, quand on regarde la situation du jeune, la misère à manger, la misère à se loger. Les jobs, c'est tough. Puis les jobs, c'est tough. Puis, tu sais, on est dans un secteur à Lévis où on est quand même relativement chanceux dans le sens où le taux de chômage est encore bas dans la région de Chaudière-Appalaches, région métropolitaine de Chaudière-Appalaches, capitale nationale. On est encore là aux alentours ou sous les 3%, ce qui nous amène à avoir un taux de chômage qui est dans les plus bas au pays, au Canada. Fait que, tu sais, si vous regardez mes collègues, Mauricie, en fait, Centre du Québec, qui est la région la plus impactée au Québec par les tarifs. Mais eux-mêmes, les adultes, c'est grave, là. Fait que, tu sais, c'est encore plus difficile pour eux au niveau de la recherche d'emploi, de trouver un emploi puis de maintenir un emploi. Mais demain, tu deviens ministre de la Jeunesse, là. Exemple, tu étais Samuel Poulain il y a 4 ans. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais fait? Ben, pour moi, la première chose, là, c'est une véritable place pour les jeunes. Où? Au moment où on prend les décisions. Fait que pour moi, il y a 2 possibilités possibles. La première, c'est une clause d'impact jeunesse.
Donc, à partir du moment où tu mets une nouvelle politique publique en place, tu dois évaluer quel impact ça aura sur la jeunesse. Au même titre que tu veux bâtir un troisième lien, ça te prend un BAP. Ouais. Donc, analyser les problèmes. Exactement. On le fait pour l'environnement. Ouais. Pourquoi on ne le ferait pas pour la jeunesse? Alors que c'est d'autant plus important. Fait que ça, c'est le premier niveau. Ben, surtout que le BAP, il skip à chaque fois qu'ils ont vraiment besoin d'un projet. Là, mais bon. En plus. Le deuxième morceau, pour moi, on est à l'étape où ça prend un comité transpartisan pour faire en sorte, tu sais, faut pas que la jeunesse soit un enjeu polarisant, un enjeu de stratégie politique, que ça devienne, qu'on le place au cœur de notre quotidien dans nos prises de décision. Je vais vous donner un exemple. On a quelque chose, tu connais Samuel Poulain, qui était responsable de la jeunesse à l'époque, parce que c'était plus jeune, responsable du secrétariat à la jeunesse. Le secrétariat à la jeunesse a déménagé 3 fois en 4 ans. Il est passé du conseil exécutif, qui est le ministère du premier ministre, à la culture. Puis là, le secrétariat à la jeunesse, il est aux affaires municipales. OK, parce que de toute façon, eux autres, ils ont des beaux portefeuilles et des belles enveloppes. Là, ça va bien d'abord au municipal? Moi, ma question, c'est quelle priorité quel message t'envoies sur dire « Ah, les jeunes, c'est ma priorité » quand ils passent du conseil exécutif? Par la culture. Puis c'est quoi le rapport avec la culture? Moi, je pense que c'est un fourre-tout. Qui s'en va vers la culture, puis qui s'en va après aux affaires municipales. Tu sais, moi, dans le fond, il n'y a rien qui a été fait. Moi, je suis pas prêt à dire qu'il n'y a rien qui a été fait. Mais ça n'a pas été suffisant. Puis je veux dire, c'est pas en lien avec nos objectifs. Qui touche le jeune direct. Il y a peut-être des choses qui ont été faites dans Machine que nous, on verra jamais, mais qu'on voit de nos yeux, on verra rien de ce qui a été fait pendant il y a 4 ans. Ben, tu sais, je suis obligé de nommer quand même certains éléments. Tu sais, nous, on a un financement par le secrétariat à la jeunesse. Ouais. Tu sais, je veux dire, je suis obligé de te dire que c'est une entente qui est quand même le fun à travailler. Ouais. Tu sais, là, on a bougé un de nos financements qui est au secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales, qui est un financement à la mission qui nous permet vraiment de déployer une offre de service. Comment on veut le faire? Tu sais, le gouvernement a quand même fait certaines choses. Le ministre de l'Emploi a annoncé la semaine passée une aide pour justement l'emploi des premiers diplômés, dans le fond, qui est une subvention salariale pour les 16 premières semaines pour donner un coup de main, pour favoriser justement l'intégration en emploi de ces jeunes-là. Ultimement, ça se peut qu'une business entre un jeune avec ce genre de programme-là puis fasse comme « Hey, on a besoin de ce kid-là. » Oui, t'as un peu, là, finalement, il est efficace ici puis il amène des solutions. Effectivement. Donc, tu sais, je pense que ça, c'est un bel apport, là, quand même. Là. Fait que, tu sais, je veux dire, je serais de mauvaise foi de dire qu'il n'y a rien qui se fait. Non, c'est ça. On peut pas dire que tout est mauvais. Ce que je suis en train de dire, c'est... Peut-être c'est mal fait. Est-ce qu'on y accorde la priorité au-delà des mots? Puis, tu sais, pour moi, l'exemple le plus flagrant, c'est qu'on a déjà quelque chose au niveau des ministères pour s'occuper de la jeunesse. Le secrétariat à la jeunesse, c'est un des rares organismes dans le gouvernement qui travaille sur une base horizontale et non verticale. Tu sais, souvent, la santé, c'est la santé, l'éducation, c'est l'éducation. Le secrétariat à la jeunesse travaille sur une tranche d'âge, 15-35 ans. C'est vrai. Fait qu'il est transversal, santé, éducation, emploi, citoyenneté, environnement, culture. Donc, il est à plusieurs niveaux. On a la chance d'avoir cette bébête-là qui est reconnue par l'OCDE comme étant une bonne pratique. L'OCDE a mis en lumière la qualité de la relation entre le secrétariat à la jeunesse et le réseau des Carrefour Jeunesse Emploi du Québec. Donc, on a l'outil à l'interne pour s'en occuper. Qu'est-ce qu'on attend pour le prioriser? Absolument, parce que quand tu demandes aux gens, c'est quoi votre priorité? Ah, moi, c'est la santé. Ah, moi, c'est l'éducation. Moi, c'est la culture, l'environnement. Ah, c'est les, exemple, je sais pas, les routes, les infrastructures. Jamais on entend parler de la jeunesse alors que, man, c'est parce que c'est grâce à eux si on va prospérer. Là. Puis, tu sais, n'oublions pas que la pyramide démographique est en train de s'inverser. C'est vrai. Tu sais, avant, on était à 1 retraité pour 7 travailleurs, puis on se dirige vers du 1 pour 2. Là. Et ouais. Donc, la santé va être impactée. Donc tu sais, on va avoir un problème tantôt. Tu me parlais des choses que je voudrais faire rapidement. Il y en a une troisième. Pour moi, ce qui va changer d'abord, l'angle qu'il faut prendre pour changer la situation,
c'est plate à dire, mais c'est l'école obligatoire jusqu'à 18 ans ou jusqu'à l'obtention d'une formation qualifiante. Et je n'y vois aucun downside. Fait que t'es pas obligé d'être à l'école jusqu'à 18 ans, mais sors avec un morceau de papier. Tu sais, je veux dire, aujourd'hui, là, français, maths, anglais, 9 mois, t'es couvreur, tu gagnes plus cher en sortant de l'école que quelqu'un qui a un DEC, puis dans certains cas, peut-être même quelqu'un qui a un bac. Absolument. Fait que, tu sais, pour moi, c'est l'éducation qui va nous amener, c'est une des portes qui va nous amener à sortir de ce défi-là auquel on est confronté présentement, puis de dire, hey là, au-delà des statements politiques, on va prendre une orientation où on va mettre les jeunes au centre de notre discussion, avec nous à la table, pour discuter, pour trouver des solutions, parce que les jeunes sont créatifs. Les jeunes, je vous l'ai dit, les jeunes, ils veulent être consultés puis ils veulent s'impliquer. C'est vrai. Est-ce qu'on est prêt à entendre le reflet qu'ils vont nous faire? Il faut. Ben, moi, je pense qu'on n'a pas le choix parce que ça va être le point de départ pour sortir de cette situation-là, qu'on mette le jeune au centre de la situation plutôt que d'arriver en campagne électorale, dire moi je sais ce que je vais faire pour les jeunes. Ah, clairement. Hey Kevin, justement, merci de faire ce travail-là, d'ouvrir la discussion. Tu sais, si c'est pas de ta présence aujourd'hui, on passe pas une demi-heure à essayer justement d'améliorer notre futur parce que les jeunes, c'est notre futur. T'sais, ultimement, à tout le monde ici. Là. Donc, le travail que tu fais est primordial. Et maintenant, ben, si on est capable justement de faire entendre ça et de le faire comprendre, ben, coudonc, à deux, on aura fait une job pas pire. Peut-être encore une fois, rappeler ceux qui veulent avoir accès à vos services chez Trajectoire Emploi. Comment on s'y prend? Oui, ben, juste pour dire, pour finir sur le rapport Ma Voix compte, s'il y a des gens qui voudraient aller en profondeur, prendre le temps de lire le rapport en question, mavoixcompte.org, tout simplement. Vous tapez ça, puis vous allez avoir accès, être en mesure de lire le document là, qui a à peu près une dizaine de pages maximum. Trajectoire emploi, rapidement, 4 trajectoires de services pour les personnes, l'emploi, la réussite éducative, l'implication sociale et la préemployabilité. Services sont gratuits pour 95% des gens. Vous allez sur le site Internet, possibilité de prendre rendez-vous en ligne. Sinon, 418-833-7122. Sinon, suivez la pancarte CJMD. Oui. C'est nos voisins, voisins d'en bas. On a en même bâtisse. Hey, Kevin Lacasse, merci énormément d'avoir pris du temps.